Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour une soirée Everest avec Charlie Buffet ce soir, notre directeur éditorial que vous devez tous connaître, j'imagine, qui nous fait l'honneur d'être là et qui vient en tant que traducteur de l'œuvre de George Mallory. Mais de l'œuvre, donc tu peux peut-être expliquer un petit peu, parce que dans ce livre il y a plusieurs textes. C'est très intéressant que ça commence comme ça, puisque tu dis soirée Everest, et en fait Mallory, sa vie est à jamais liée à l'Everest, puisque on fait un petit résumé de Mallory, donc alpiniste britannique, a été le premier à voir l'Everest de près. Et entre 1921 et 1924, il a fait 3 expéditions à l'Everest et il a été pendant ces 3 années pratiquement tout le temps aux avant-postes. C'est vraiment lui qui à chaque pas, à chaque étape a été le premier à découvrir l'Everest de loin, à découvrir les voies d'approche, à s'élever jusqu'au col nord, à s'élever sur l'arête nord-est et finalement à disparaître en 1924, donc le 8 juin 1924, il y a 100 ans, disparaître avec Sandy Irvine en route vers le sommet. Il y a une magnifique énigme. Est-ce que Mallory, le 8 juin 1924, a pu atteindre le sommet de l'Everest? Cette énigme-là, on a, je ne sais pas combien de dizaines, voire peut-être de centaines de livres de fiction, de documentaires, de recherches, de gens qui sont passionnés pour cette histoire et qui ont consacré leur vie. Enfin, donc voilà, c'est une énigme absolument centrale, qui est presque aussi forte aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Et on a voulu, quand on s'est demandé comment est-ce qu'on va fêter ce centenaire de la disparition de Mallory, enfin célébrer, saluer ce moment qui va créer probablement, vu l'intérêt que suscite ce personnage et cette disparition, on va entendre beaucoup parler de lui dans l'année qui vient. Et quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire chez Guérin, on s'est dit que finalement, Mallory, il a écrit, on n'a jamais pu le lire en français. Et donc, tout le travail que j'ai fait, c'est de rassembler ces textes. Donc, il y avait une partie de ces textes qui avait été rassemblée dans une édition anglaise. Et en fait, même en anglais, on n'avait jamais rassemblé tous les écrits de Mallory. Donc voilà, je les ai tous rassemblés dans ce livre. Et Lorraine a dit soirée Everest. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Mallory en montagne, elle commence ici. Dans le massif du Mont Blanc. Donc il est totalement lié par sa disparition à l'Everest, mais il y a des textes et des expériences qu'il a vécues très fortes dans le massif et qui racontent, j'espère qu'on va le sentir, qui racontent extrêmement bien. Les alpinistes qui, comme moi, empruntent la voie haute ont beaucoup à expliquer et il est temps qu'ils s'y mettent. Il est notoire qu'ils mettent leur vie en danger. Pour quelles raisons ? S'il ne s'agit que de plaisir physique, du goût du corps en mouvement et d'un zeste d'émulation, cela n'est pas digne d'intérêt. Les alpinistes ne sont qu'un groupe de desperados particulièrement stupides. Ils sont sur le même plan que les chasseurs et à bien des degrés moins raisonnables. La seule façon de défendre l'alpinisme, c'est de le placer sur un plan supérieur, au-dessus de la simple sensation physique. On affirmera que l'alpiniste éprouve des émotions plus élevées, qu'il fait du bien à son âme. Son adversaire se montrera sceptique quant à cet argument. Lui aussi peut prétendre au bien de son âme lorsqu'il prend des vacances. Il est probable que celui qui s'offre 2 semaines de réjouissances saines et méritées en bord de mer reviendra meilleur, c'est-à-dire dans une condition plus vertueuse qu'au départ. En quoi les joies de l'alpinisme sont-elles plus précieuses ? Quelles sont ces émotions supérieures auxquelles il se réfère de manière si insaisissable ? Et si elles ont tant de valeur, n'existe-t-il pas un moyen plus sûr de les atteindre ? Les alpinistes réfléchissent-ils à ces questions ? Cherchent-ils à y répondre en partant sans cesse vers de nouvelles expériences ? Ou se contentent-ils de certitudes magiques ancrées dans de vieilles ignorances ? Alors, tu n'as pas commencé par le plus facile, parce que c'est un essai, ce texte, qui est titré « L'alpiniste comme artiste ». The Alpinist as Artist. Et moi, j'ai trouvé passionnant que cette question-là, moi, qui est une des questions qui m'anime dans le travail éditorial que je fais, pour moi, l'alpinisme n'a jamais été qu'un simple sport. Je trouve qu'il y a une profondeur dans cette discipline, dans cet art de vivre,
Et dans art de vivre, il y a le mot art. Ça m'a toujours passionné, cette dimension. J'ai toujours essayé d'échanger sur cet aspect avec les alpinistes, les écrivains qui écrivent chez Guérin. Et j'ai été éberlué de trouver que Mallory posait la question et l'empoignait à bras-le-corps de façon assez passionnante. Donc, je ne sais pas si tu continues, mais après, il va parler de musique. C'est en 1911 d'ailleurs, ça. Une belle journée passée dans les Alpes est comme une grande symphonie. Andante andantissimo, tel est parfois le premier mouvement, la marche nocturne sévère et nauséeuse sur les moraines. Mais c'est comme vite oublié lorsque la lumière bleue de l'aube scintille sur la neige dure et immaculée. Le nouveau motif est introduit tout en douceur par les petits instruments à vent, hautbois et flûtes lointains, mélodieux et porteurs d'infinis espoirs, repris par les violons dans la lumière qui s'affirme, puis par tous les archets en accords frémissants, tandis que la toile d'or du jour se pose sur les sommets, un à un, jusqu'à ce qu'enfin l'orchestre en accord triomphant s'empare du thème dans un élan magnifique, car nous voilà enfin en marche sous le soleil frissonnant d'émotion et du sang chaud circulant dans les veines. Ainsi, tout au long de la journée, des humeurs successives balayent tout le spectre symphonique. Allegro quand le plus dur est passé, mais que l'issue de la course est encore incertaine. Scherzo, peut-être quand vous sautez sur les rochers de l'arête sommitale ou taillez des marches dans un dernier ressaut, que les éclats de glace voltigent sur la surface croustillante dans une danse joyeuse et magnifique, avant de plonger dans une folle glissade, et puis à la descente andante parfois encore, parce qu'on a oublié qu'elle pouvait être longue, sérieuse, tant que le sommet était encore en ligne de mire. Mais à la fin, scherzo, encore une fois, et un dernier silence pour le coucher du soleil. C'est beau ça, oui. Hein, y a une dimension qui est présente dans toute la vie de Mallory. En fait, Mallory a été dans sa jeunesse proche d'un groupe de poètes, d'écrivains, d'intellectuels qui s'appelait le groupe de Bloomsbury, dont faisait partie Virginia Woolf et Keynes. Donc, c'est par le frère de Maynard Keynes, l'économiste, que Mallory s'est rapproché de ce groupe, et il se vit depuis ses débuts comme un écrivain, comme quelqu'un qui est très attiré par ces milieux intellectuels, stimulants. Et là, ce texte date de, je ne sais plus, c'est 11 ou 14, tu dis 11 ? Donc, dans ses années de formation, il a commencé l'escalade dans les années 1909-1910, mais il est complètement engagé dans cette dérive, on va dire, artistique de l'alpinisme dès ses débuts. Voilà, dès ses débuts, il a envie de le raconter, et avec un effort d'écriture qui n'a pas toujours été très bien perçu côté anglais, parce qu'il n'avait pas une réputation extraordinaire comme écrivain. Moi, j'ai trouvé que, je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte, j'ai trouvé qu'il avait un pouvoir d'évocation assez puissant, et puis une façon de se décaler, c'est-à-dire de ne pas raconter uniquement que, on en parlera tout à l'heure, mais que gravir l'aiguille du Midi par la face nord, par le couloir Mallory aujourd'hui, il a été le premier à faire cette voie, que c'est pas uniquement l'affaire de mettre un pied devant l'autre en taillant des marches dans la glace, c'est aussi une façon de s'approprier de la montagne, de la raconter et de vibrer avec les émotions d'une journée à chaque fois en montagne. Là, on va le retrouver justement à Chamonix. Vu dans son ensemble, la situation était critique. Il n'avait certes encore rien essuyé qui ressemble à un revers. Les conditions avaient été singulièrement favorables, un temps parfait, du rocher et de la neige comme on souhaiterait les trouver. La voie s'était révélée plus facile qu'attendue. Une difficulté redoutable mentionnée dans les rares notes de la cordée précédente avait été résolue avec beaucoup de bonheur. Jusqu'à là, tout s'était bien passé sans aucun doute, mais après... Il y a tant de choses dans cette question. Depuis le début, il savait que la cordée précédente avait dû dormir sur la montagne. Le temps était la clé. Ils avaient avalé environ la moitié du dénivelé entre le col de la Tour Ronde et le point où ils comptaient rejoindre la véritable arête du Mont Maudit. 4 heures de prévu, il n'en fallait pas moins. Combien de temps faudrait-il pour la prochaine étape ? La section la plus raide se trouvait juste devant eux et le rythme serait donc probablement plus lent pendant un certain temps,
Compte tenu du rythme qui avait été le leur sur la grande tour, il était insensé de compter moins de 4 heures jusqu'à l'arête. On ne s'attendait pas à des difficultés sur l'arête jusqu'au sommet du Mont Maudit qui pourrait prendre 1 heure ou 2. En comptant 1h30 pour l'arête, cela ferait 5h30 en tout. D'après ce calcul, il devrait se trouver au sommet du Mont Maudit vers 6h du soir. Et en termes de sécurité, ce n'était pas une perspective alarmante. Il pourrait sans doute descendre aisément par les corridors, même avec les glaciers très ouverts cette année, et rejoindre pour ainsi dire la haute route de Chamonix avec l'Altras qu'il s'attendait à trouver après ces semaines de beau temps. Il pourrait atteindre les Grands Mulets presque dans l'obscurité. Il est vrai que les 2h30 de jour de 18h à 20h30 n'offraient pas une grande marge. Il aborda le sujet du timing avec ses compagnons, mais ils déclinèrent pour la meilleure des raisons. Il ne pouvait pas encore être question de retraite. Il leur restait encore au moins 2 heures de marche pour éviter de dormir dehors. Le temps de la réflexion pouvait attendre jusqu'au sommet de la crise. Peut-être, pensa-t-il, que même alors ils pourraient attendre. Ils avaient de l'avant maintenant, et pour le moment, ces calculs étaient hors de propos. Le divin Mont Blanc était leur but et non ce mont maudit. En fait, face à cet extrait, c'est pour dire qu'il n'y a pas de topo, il n'y a rien à l'époque, il n'y a pas de remontée mécanique, évidemment. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il faut regarder les dates, parce que Mallory raconte une ascension du Mont Blanc en 1911 par l'arrêt de Kufner, puis le Mont Maudit et le Mont Blanc, et pour finir le Mont Blanc. Donc une belle ascension qui à l'époque était quelque chose d'engagé. Il y a un petit refuge à l'époque, l'emplacement du refuge Torino, et puis ensuite, peut-être toujours pas de refuge aujourd'hui, mais on est engagé, voilà, quand on est à l'époque en montagne. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il faut regarder la date où ça a été écrit. Il est écrit en 1916, et en fait il est dans les tranchées, il est soldat, il est envoyé sur le front, il a passé à peu près 1 an sur le front, et il écrit cette histoire en disant, voilà, je suis dans les tranchées et j'essaye de me souvenir de la personne que j'étais il y a 5 ans, en 1911, quand j'ai fait cette ascension. Et il y a une espèce de dédoublement pour essayer, il a tout le début de ce récit, et là on est, ce qu'a lu Lorraine, on est dans un récit assez classique, hein, qu'est-ce que c'est que de gravir le Mont Blanc, il y a des moments où il a été assez épuisé un petit peu avant, bon, donc il prend en charge son récit de montagne, mais il y a toute cette introduction qui est pour moi est presque proustienne, qui est de se dire, est-ce que je peux retrouver les émotions du jeune homme que j'étais il y a 5 ans ? Est-ce que ça a du sens d'essayer de me remettre dans sa peau pour raconter ce qu'a été cette ascension ? D'autant plus que, alors c'est donné comme un petit préalable rapide, mais il faut l'imaginer écrivant dans les tranchées pour se projeter dans ce souvenir lumineux, pour ces souvenirs de bonheur en montagne, mais à un moment d'horreur, quoi, voilà, et qui ont vécu, alors vous avez peut-être entendu parler d'un livre sur les soldats de l'Everest qui avait eu pas mal de succès, qui expliquait que tout ce groupe d'alpinistes qui va vers l'Everest britannique, qui va vers l'Everest dans les années 20, ils sont pratiquement tous passés par les tranchées, comme beaucoup de jeunes gens à l'époque. Et là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a Mallory, il prend en charge lui-même ce décalage entre avoir des souvenirs de montagne, essayer de les retrouver, mais quand on est plongé dans cette horreur de la guerre, qui reste toujours à l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il ne raconte jamais la guerre, jamais. Après, par la suite de ces récits, il n'y a pas un mot sur le fait qu'il a été soldat pendant la Grande Guerre, mais c'est présent par les souvenirs. On reste encore un peu à Chamonix, là, avec... L'intérêt de nos divertissements dans des Alpes peut venir de sommets particuliers, mais aussi d'une campagne dans son ensemble. Pour ceux qui se trouvent à Chamonix et souhaitent gagner le col du Géant, il peut paraître souhaitable de gravir un sommet en chemin, pour la réussite de la campagne ou pour éviter la répétition d'un labeur commun. C'est notre cas, et nous avons prévu de nous épargner l'essentiel d'une marche pénible en traversant l'aiguille du Midi à partir du plan de l'Aiguille. Il y entrait peut-être de la paresse, mais l'entreprise n'était pas inutile, car il apparaissait, d'après Kurtz, qu'aucune ascension satisfaisante de l'aiguille du Midi n'avait été faite par ce versant. Pour autant que je sache, seules 2 cordées avaient enregistré des ascensions ici. La première, celle de M. Dant, avait atteint l'arête nord-est en 1899 dans le mauvais temps et était descendu précipitamment de l'autre côté sans atteindre les rochers sommitaux. Quoi qu'il en soit, il avait réalisé la première ascension de cette face.
La deuxième cordée, celle de mademoiselle Höxter, avec son guide et 2 porteurs, ou moins de succès. Les 2 cordées avaient emprunté le grand couloir qui descend depuis les abords du sommet. Je n'ai pas suffisamment de connaissances pour juger si cette résolution était tout à fait sage. On peut certainement escompter que la ligne soit sûre dans des conditions normales, mais la situation serait très différente s'il fallait redescendre tard dans la journée lorsque le soleil frappe le couloir, il est face à l'ouest, et celui qui gravit cette face doit compter sur la possibilité d'une défaite dans le haut du couloir où la taille de marche peut se révéler très ardue, où un obstacle infranchissable peut se présenter. La ligne choisie par Porter et moi-même est entièrement à gauche de celle-ci. Des crampons ont été utilisés dans le couloir, sans eux nous n'aurions eu à tailler des marches. Le rocher de la section médiane était facile. L'inclinaison générale du glacier suspendu et des pentes de neige au-dessus est décidément raide. Nous sommes restés autant que possible sur les bords et nous avons ainsi évité toute pente de glace vive. 2 passages seulement ont présenté des difficultés. D'abord l'arrivée, qu'il ne semblait possible de franchir qu'en un seul point, où une cheminée permet de s'élever sur le mur de glace. Ensuite, l'endroit où la pente de glace terminale bute sur le rocher en partie gelé, qui s'est avéré extrêmement difficile. Il était tard, 12h15, lorsque nous avons atteint le sommet de ce pic, et le temps avait l'air vraiment mauvais. Néanmoins, je ne doute pas que nous ayons commis une erreur de jugement en décidant de descendre au Montanvert. Diverses considérations sont entrées en jeu. Nous estimions que nous ne serions pas prêts le lendemain pour une longue ascension, et à l'hôtel, il était probable que des lettres nous attendaient. Quoi qu'il en soit, nous avons fait une erreur d'itinéraire au niveau du Rognon, près des séracs du glacier des Géants. Après une descente très laborieuse dans la neige profonde, nous avons rejoint une trace venant du Requin et nous nous sommes finalement retrouvés au refuge Torino, en train d'envisager une reconnaissance au Mont Blanc. Alors, donc vous avez suivi là, on est dans le Mallory, donc. Il va au Montanvert et puis il y a Torino. Non, en fait, il voulait descendre au Montanvert. C'est pas toujours très clair les récits. Il voulait descendre au Montanvert, il se fait prendre par le mauvais temps au niveau du Réunion et il finit à. Attendez. Et ce qui est. Alors, déjà, il faut se projeter dans ce qu'est l'Aiguille du Midi à l'époque. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas une antenne en haut, il n'y a pas de construction. Il y a un sommet, je ne sais pas si vous avez vu des images, Catherine les a sûrement en tête, des images de l'Aiguille du Midi sans toutes les constructions, elle est méconnaissable. Enfin, moi j'ai vu des photos, je ne sais pas ce que c'est que ce sommet. Voilà. Et alors, ce qui est très amusant, enfin moi j'ai trouvé très amusant dans ce récit, c'est que il suit un autre récit d'ascension rocheuse, cette fois des Grands Charmoz, par le versant Requin. Et le récit de l'ascension rocheuse est extrêmement détaillé, il y en a des pages et des pages et des pages, avec, il raconte longueur par longueur, il raconte l'itinéraire, ses hésitations, ses espoirs, ses doutes. Et puis à la fin de ce chapitre, il dit, mais finalement, les courses de glace, elles sont souvent beaucoup plus intéressantes, mais on a moins de choses à raconter. Et il fait, donc, l'ascension qu'il a fait d'un Grand Charmoz n'a pas laissé de traces majeures, puisque ce n'est pas une première. Le Mallory, c'est le nom que George Mallory a laissé dans le massif, c'est donc ce couloir qui est maintenant, je cite les jeunes un peu d'aujourd'hui, pour les jeunes skieurs un peu costauds, c'est une piste de ski. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Bertrand Delapierre, il y a 2 jours, me dit ouais, Mallory, c'est une piste de ski. Non, non, il n'y a pas de jeunes, c'est pas à conseiller, hein, excusez-moi. Mais une voie donc, qui est devenue emblématique du massif, d'autant plus qu'elle est maintenant sous les câbles du téléphérique, donc on peut aller se mettre dans la peau de Mallory en prenant la benne et puis en regardant, et on est exactement sur quasiment, c'est un petit peu à droite l'itinéraire, et se traverse un peu en dessous à la fin. Bon. Ce que je trouve amusant, c'est donc qu'il commence par dire il faudrait prendre beaucoup plus de temps pour raconter les courses de glace qui sont passionnantes, et donc cette première majeure dans le massif, elle est expédiée en 1 page. Ouais. Quoi. Donc, et effectivement, raconter une course de glace, mais une fois qu'on a taillé, il y a un côté un peu monotone. Ce qui est amusant, je ne sais pas si tu vas passer à autre chose. Non, après donc terminer cette course pour imaginer, parce que donc il fait cette ascension, il pense redescendre sur le Montanvert, il est pris par le mauvais temps, donc il va vers
le refuge Torino, qui s'appelait, je crois pas Torino à l'époque, j'ai un petit doute là tout d'un coup. Hein, du géant. C'était le refuge du géant, je crois. Hein. Et il passe une nuit au refuge, il espère repartir du refuge vers le Mont Blanc. Donc quand il parle au début du chapitre d'expédition, hein, donc à l'époque, quand on est venu de Londres pour grimper et qu'on a 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois dans le massif entre Chamonix, Zermatt, on profite, une fois qu'on a fait le Mallory, on ne redescend pas par la benne, on est là-haut. Et donc il traverse, il espère faire le Mont Blanc, très mauvais temps. Il part à l'aube, sa lanterne, donc à l'époque on a des lanternes avec une bougie à l'intérieur, hein, sa lanterne est éteinte par un coup de vent, il se replie sur le refuge, il descend dans le Valveni, il traverse, il remonte au refuge Monzino, je crois, j'ai un doute, je crois que c'est Monzino, ou bivouac Craveri, il remonte en refuge, en tirant 4 bûches de bois, parce qu'en arrivant au refuge, il faut pouvoir se faire à manger. Et il termine par le Mont Blanc, par un éperon, je crois que c'est l'éperon de la Tournette, mais il ne donne même pas le nom de la voie. Il termine par le Mont Blanc sur ce versant italien qui est assez sauvage, qui est très peu fréquenté aujourd'hui. Hein. Et il redescend sur Chamonix. Donc finalement, comme il le dit au début de ce chapitre, c'est un peu par flemme qu'il décide de monter par le Mallory, parce que ça lui évite de faire le détour par la mer de glace. Voilà. Donc j'aurais bien aimé aller faire un petit hommage pour faire quelques images dans le Mallory à l'occasion, mais voilà, conditions pas terribles. On fera ça un de ces jours. D'un point de vue historique, la plus haute montagne du monde a attiré l'attention dès 1850. Au moment de commencer notre voyage en 1921, nous connaissions déjà le point de vue du géomètre. C'était un pic triangulé placé sur la carte, mais du point de vue de l'alpiniste, on ne savait presque rien. L'Everest avait été vu et photographié depuis divers points et de l'arête de Shingalila, ainsi que depuis Kampatsang. D'après ces photographies, on voyait vaguement la partie supérieure du versant oriental, neigeuse et d'une raideur modérée, et l'arête délimitant cette face au nord, qui descend doucement sur une distance considérable. Mais ces 2 points de vue étaient relativement peu éloignés, ne formant avec le grand sommet qu'un angle de 54 degrés. Le versant nord-ouest de la montagne n'avait jamais été photographié et on ne savait strictement rien de ses parties inférieures. La vue lointaine la plus intéressante pour un alpiniste est peut-être celle de Sandakphu. Elle suggère des abîmes gigantesques sur le versant sud, de sorte qu'il n'y a pas à regretter que l'accès soit interdit dans cette direction pour des raisons politiques. La présente reconnaissance a commencé à quelques kilomètres de Kampatsang. Par un petit matin parfait, nous avons péniblement gravi les pentes arides au-dessus de notre camp, derrière le vieux fort austère qui est en soi un spectacle impressionnant. Nous nous sommes élevés de quelques 300 mètres avant de nous arrêter et de nous retourner pour voir ce que nous étions venus chercher. Aucun doute n'était possible sur les 2 grands sommets visibles à l'ouest. Celui de gauche devait être le Makalu, gris, sévère et pourtant distinctement élégant, et l'autre, à droite, qui pouvait douter de son identité, c'était une prodigieuse dent blanche plantée sur la mâchoire du monde. Une légère brume voilait l'Everest et ajoutait une touche de mystère et de grandeur à la scène. La plus haute des montagnes se montrait à la hauteur de nos espérances. Et elle nous révélait un fait de grande importance. Les parties inférieures de la montagne étaient cachées par une chaîne plus proche, bien indiquée sur la carte au nord de Nilala, mais des sommets plus éloignés se distinguaient par une tonalité plus pâle, et nous y étions certains d'y repérer un grand sommet rocheux qui devait se trouver à proximité immédiate de l'Everest. Alors, moi, ce que je trouve très émouvant dans ces textes, c'est qu'on est vraiment dans la peau de celui qui voit, qui jette le premier regard sur l'Everest. Donc là, j'ai sorti cette photo, je pense que ça doit être vu, c'est soit l'Everest, soit le Kanch, tu saurais dire, toi, depuis Darjeeling, depuis les hauteurs, les hauteurs de Darjeeling, tu le vois aussi là. Hein. C'est en plus grand. Enfin bon. C'est un peu flou, mais ça va être le Kanch. C'est le Kanch. Sur Darjeeling, on voit pas l'Everest. Donc, je trouve que pour moi, cette image traduit bien le point de départ de Mallory, c'est que on voit donc le Kanch
Kanchenjunga, depuis les hauteurs de Darjeeling, qui est le point de départ de toutes les expéditions, au Sikkim, donc plutôt à l'est de l'Himalaya. On traverse vers le plateau tibétain et on fait une grande traversée vers l'ouest pour arriver au pied du versant nord de l'Everest. Mallory décrit cette approche, mais vraiment pas à pas. C'est-à-dire que jour après jour, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un nouveau point de vue, il s'arrête et il le décrit, et il décrit ses émotions. Et ça, je trouve que j'ai fait un travail d'édition en remettant les textes vraiment dans un ordre chronologique, parce qu'il avait fait des textes, il y avait une partie journal qu'il avait remanié pour l'intégrer à pour faire des chapitres de livres. Donc il y a un premier livre qui s'appelle Everest Reconnaissance, qui raconte cette approche. Et puis il a fait des articles entre-temps, des articles qui racontaient un peu déjà la fin de l'histoire. Donc là, j'ai vraiment remis dans un ordre chronologique pour qu'on ait cette émotion de qu'est-ce qu'on voit à chaque pas. Et donc, ce que vient de dire Lorraine, c'est vraiment la première vision de l'Everest vue de près. Et il identifie, et donc c'est la première fois qu'on identifie qu'à côté de l'Everest, ce qu'il appelle le pic rocheux et qu'il va bientôt appeler le pic sud. Le pic sud, c'est Lhotse en népalais ou en tibétain, je sais pas. C'est la première fois qu'on identifie qu'il y a l'Everest et le Lhotse qui forment deux sommets majeurs, mais séparés par une brèche assez importante pour que ce soit considéré comme et toujours aujourd'hui, comme deux sommets bien distincts. Et donc la connaissance de l'Everest à l'époque, elle est vraiment très très floue, puisqu'on ne sait même pas qu'il y a... sa physionomie, on la connaît vraiment que vue depuis plusieurs... dizaines, voire je crois que c'est 150, 160 km, quoi. La première vue de l'Everest, qui a permis de le trianguler, de le mesurer, c'est plus d'une centaine de kilomètres. Et Mallory va être le premier, à s'approcher et à raconter ce qu'on voit quand on s'approche de l'Everest, et qu'on cherche. L'étape suivante, ça va être de chercher comment trouver une voie d'ascension et comment trouver une faille, une brèche qui permette de s'approcher de la montagne. On peut expliquer aussi que d'un point de vue géopolitique, c'était forcément par le Tibet. Alors voilà, les Britanniques sont à l'époque maîtres de l'Inde, de l'Empire des Indes, mais le Népal est un pays indépendant et fermé aux Occidentaux. Donc on ne peut pas approcher l'Everest par le sud, on peut approcher l'Everest par le Tibet. Ce qui n'est pas évident non plus. Il y a des gens ici qui savent que c'est pas très facile de rentrer au Tibet, jusqu'en 1924, mais les Britanniques ont donc 1924, le centenaire de la première visite d'Alexandra David-Néel au Tibet, dont vous avez la grande experte ici. La biographe. Voilà. Les Britanniques ont réussi à conclure un accord, donc ça c'est de la diplomatie, avec les Tibétains pour approcher de l'Everest par le nord. Voilà. Et donc c'est la donnée de cette expédition. Le 23 juin, après une journée consacrée à organiser nos provisions, un groupe équipé pour l'alpinisme quitta Tingri Dzong. Nous étions 2 sahibs, 16 coolies, un sirdar et un cuisinier. La sélection des coolies avait commencé quelque temps auparavant au cours de la marche d'approche. Nous avions presque achevé la longue tâche consistant à clouer des ailes de mouche sur leurs chaussures. Nous étions maintenant sûrs que 16 des meilleurs Sherpas, équipés de chaussures de montagne, de piolets et de sous-vêtements, nous seraient d'une grande aide. Le sirdar qui avait engagé les coolies semblait comprendre ce que nous voulions et avoir une autorité suffisante. Et Dukpa, bien que nous ne puissions attendre de lui aucun raffinement culinaire, avait fait la preuve de l'énergie et de la compétence qu'il employait à réduire les inconforts de la vie au camp. Notre équipement avait une grave faiblesse. Nous manquions de mots. Quelques heures passées à Darjeeling avec une grammaire de tibétain avaient suffi à me convaincre que je n'obtiendrais guère de résultats dans le peu de temps que je ne pouvais me consacrer à l'étude de cette langue. Bullock et moi-même avions supposé que nos chefs expérimentés donneraient les ordres nécessaires à l'organisation dans le dialecte requis. Depuis que nous les avions quittés, nous avions trouvé peu d'occasions d'apprendre la langue et notre seul espoir de converser avec le sirdar était un vocabulaire d'environ 150 mots que j'avais notés dans un cahier pour le mémoriser pendant la marche et le consulter quand l'occasion s'en faisait sentir. Donc on est en 1921. Pour la première fois, des Occidentaux approchent de cette montagne par le nord.
Et ils sont très curieux de ce qu'ils voient. Alors, c'est très apparent dans les films. En fait, on voit bien qu'ils sont complètement immergés dans cette culture, dans cet univers tibétain. Mallory est peut-être un petit peu, dans ses récits, un peu obnubilé par l'approche de l'Everest, de telle sorte qu'il en parle uniquement en termes de logistique, comment est-ce qu'on arrive à organiser les charges d'expédition. Mais je pense que ça peut être intéressant là de laisser dérouler un peu le film. Je crois que c'est juste après. Donc là, il y a des scènes dont Mallory a sûrement été témoin, qui ne racontent pas dans le livre, mais qui sont l'univers le pays qu'il voit ressemble à ce que c'est ce genre de scène. Il les a forcément eu sous les bras, sous les yeux. Excusez-moi. C'est l'enfant dans les bras là. Voilà. Et il a peut-être croisé, moi c'est un truc qui m'émeut beaucoup, une des voies d'approche vers l'Everest en 1921 passe par la vallée de Karta. Et la vallée de Karta, c'est là où est né Tenzing Norgay. Tenzing Norgay avait, en 1921, il avait 7 ou 8 ans. Et donc, moi j'aime bien imaginer qu'il y a eu un croisement à ce moment-là, que Mallory, arrivant pour la première fois au Tibet, a pu voir un petit gamin qui regardait avec des yeux comme des soucoupes, non pas les Occidentaux, mais les Sherpas équipés par les Occidentaux, et ça le faisait complètement rêver. Voilà. Donc c'est très présent dans son récit. Ce qui est très présent, c'est l'approche de l'Everest, voilà, un peu omnubilé. Là, je crois, voilà. On va voir, juste, je m'arrête un tout petit peu là-dessus parce que. Ou alors, non, on verra après. Non, laissons un peu de suspense. Je vous montrerai un petit peu la suite de ces images. Après, il y a un truc qui est très, très, très émouvant, mais qui est. On y viendra quand on parlera de 1924. Mais bon, là, vous avez sous les yeux un camp avec les yaks qui attendent leur chargement. Et donc, des expéditions qui étaient très, très lourdes. Hein. C'était vraiment des énormes machines avec une très grosse quantité de matériel qu'il fallait organiser, il fallait prévoir des camps. Et en 1921, ça se passe dans un pays et un relief qui est complètement inconnu. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout où ils vont, ils ne savent pas du tout par quel versant ils vont pouvoir approcher la montagne. Est-ce que les vallées glaciaires, elles vont vers l'ouest, vers le nord, vers l'est? Tout ça est complètement inconnu. Maintenant que je regarde derrière mon épaule, je vois cette formidable préparation, toutes ces caisses alignées dans la cour du bungalow à Paritsong, la caravane d'animaux et de coulis transportant nos charges à travers le Tibet, les 13 Européens sélectionnés si confortablement enveloppés dans leurs gilets de laine et leurs pantalons de golf, leur armure coupe-vent, leurs splendides par-dessus, les bottes en peau de renne en feutre ou les mocassins fourrés conçus pour garder les pieds au chaud, et les 60 porteurs solides paradant en sous-vêtements d'Angleterre, pourpoints de cuir et de bandes moltières de cachemire. Et puis, scène inoubliable, nos charges éparpillées au camp de base, les innombrables caisses de bois bien ajustées, renfermant des rangées sans fin de boîtes de saucisses Harris, de jambon Hunter, de spaghettis Heinz, harengs soi-disant frais, sardines, tranches de bacon, petits pois, haricots, sans compter une foule d'oubliés et des bouteilles de sauce pour les tables du mess. Quelques rares bouteilles plus précieuses, les boîtes colorées de biscuits sucrés Ginger Nuts et Rich Mix et autres gourmandises soigneusement choisies. Et en plus de tout cela, pour notre subsistance ou notre plaisir, la réserve de combustible posée au centre du camp, des bidons verts et bleus de 2 gallons de paraffine et d'essence et un tas impressionnant de bousses de yak. Et le matériel d'alpinisme, les gaies petites tentes pourpres ou jaunes dressées ici seulement pour être admirées, les sacs de couchage moelleux comme des édredons, les crampons féroces et autres pointes d'acier pour armer les chaussures, les rouleaux de corde, la petite armée de cylindres d'acier contenant de l'oxygène sous pression et surtout les ensembles d'appareils de guerriers pour utiliser le gaz vital. Quand enfin je me souviens de toute cette foule éblouie se déplaçant sur les pentes de neige avec une lente détermination et une persévérance remarquable, ployant sous des charges formidables, quand après tous ces mois écoulés je repense à toutes les preuves de cette prodigieuse intention, comment puis-je m'empêcher de me réjouir de la splendeur encore intacte, de la gloire préservée, de la suprématie invaincue de l'Everest? Alors
très vivant. Moi, toutes ces descriptions sont. On voit qu'il y a des sponsors, ils donnent les marques à chaque fois. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est en 1922. Et en 22, on est déjà plus. En 21, c'est la reconnaissance. Ils ne savent pas où ils vont, il faut trouver la voie, ils se perdent dans des vallées, jusqu'à trouver donc, le glacier de Rongbuk-Est qui permet d'arriver au pied du col Nord. Et ça, ils ont identifié, c'est toujours la voie par le nord, par le Tibet, ça reste la voie d'accès et d'ascension aujourd'hui. C'est Mallory et ses compagnons qui la découvrent en 21. En 22, ils ont déjà beaucoup plus de matériel. Ils ont des crampons, je pense qu'ils n'en avaient pas en 21. Ils ont commencé à former des Sherpas, parce que les Sherpas, il y a eu quelques expéditions d'alpinisme dans les années 1900-1910, mais il y a eu la guerre, et donc en gros, il n'y a pas un Sherpa à l'époque qui soit expérimenté en montagne. Donc ils les forment, ils leur apprennent à s'encorder, à marcher avec des raquettes. Ils utilisent beaucoup les raquettes, les crampons. Et donc il y a quand même une progression par rapport à 21. On est dans ce qu'on voit sur cette image en fait. On est dans une expédition où il y a maintenant beaucoup plus de matériel. Et il y a l'Empire qui est derrière, quoi. On sent l'Empire britannique. Et un énorme... Il n'est pas cité pourtant. Non. Et donc, j'ai perdu le fil. Et donc en 1922, cet effort énorme va payer puisqu'ils vont réussir. Donc en 1921, ils sont arrivés, après avoir beaucoup tâtonné sur l'itinéraire, ils sont arrivés jusqu'au col Nord. Mallory a posé le pied sur le col Nord, ils étaient 4. Col Nord, donc 7000 mètres d'altitude, qui est aujourd'hui le camp 4 de la voie normale de l'Everest par le nord. Et il a été repoussé par un vent terrible, donc il est resté très très peu de temps. Mais en 1922, un camp 4 au col Nord, et ils vont poser des camps 5, 6, peut-être 7, je ne me souviens plus. Et en 1922, ils vont monter jusqu'à plus de 8200 mètres d'altitude. Voilà. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc en 22, 8200 mètres. Et en 1924, juste avant la disparition de Mallory, Norton va atteindre 8572 mètres d'altitude. Donc quand on dit, on est très fiers en France d'avoir fait le premier 8000, l'Annapurna à 8091 mètres. Les Anglais, en 1924 sur l'Everest, dépassent 8500 mètres et sont presque à 8600 mètres. Donc ils arrivent à portée du sommet. Je ne sais pas si... Il y a évidemment beaucoup moins de textes de Mallory, on y viendra, sur cette dernière expédition, puisqu'il n'a pas eu le temps d'écrire en revenant, il a disparu. Mais 1922, il y a un récit extraordinairement vivant de son ascension jusqu'à 8200 mètres, de la nuit, des nuits qui passent qui sont d'un inconfort absolu, ils ne trouvent pas d'espace pour poser les tentes, donc elles sont travioles, ils se tombent dessus. Il y a une deuxième tentative avec de l'oxygène, mais en 1922, Mallory ne veut pas entendre parler d'oxygène, donc ils sont tous... Et la tentative de Norton en 24, 8500 mètres, c'est sans oxygène aussi, donc c'est quand même, en l'espace de 3 ans, entre 21 et 24, ils ont fait progresser la découverte de la haute altitude de façon assez fabuleuse, quoi. Après, il y a pas mal de correspondances aussi à Ruth dans les textes, à sa femme, son épouse. Ouais. Donc je vais peut-être en lire une, je ne sais pas laquelle. 15 septembre, mais ça je pense que c'est 21, enfin je crois. Offre-moi ta pitié très chère, tire-la de tes puits profonds, et sois heureuse d'entendre que j'ai lu avec plaisir pour m'endormir, que j'ai dormi longtemps profondément avec douceur, de 21h à 6h du matin, et que je me suis réveillée pour voir le toit de ma tente ployé de façon menaçante et un monde tout blanc à l'extérieur. Il était assez facile d'en déduire qu'il n'y avait aucun espoir pour l'alpinisme. Toutes les parois visibles sont couvertes de neige, incroyablement plus que lors de notre dernière visite il y a 3 semaines. Le glacier présente une surface plane avec une couche de neige profonde et tout confirme ce que l'on disait déjà. Inutile de tenter de transporter des charges jusqu'à notre col tant que nous n'aurons pas une période de beau temps. J'ai donné l'ordre à tout le groupe de préparer ses affaires pour redescendre. Nous étions encore en train de démonter les tentes et de protéger le dépôt quand les nuages, le grésil et le blizzard sont arrivés sans crier gare.
Nous avons foncé dans la longue vallée, face au vent et à la neige, dansant sur les pierres à moitié couvertes de neige et sautant les eaux grises de nombreux ruisseaux jusqu'à ce qu'on retrouve enfin le creux d'herbes bosselées où les grandes tentes sont dressées. Ces temps-ci, nous sommes à la dérive. Comme les nuages, on évite de compter les jours pour s'épargner les pensées douloureuses du mois qui file. Le mois qui est déjà trop avancé pour la grande entreprise. Nous aurons affronté un grand froid, j'en suis sûre. Et plus on tarde, plus ce froid sera intense. Mais le beau temps va enfin arriver. Ma chance, la chance de ma vie, je suppose, sera alors malheureusement réduite et mon espoir de visiter un peu l'Inde sur le chemin de retour sera noyé sous la mousson. Je passerai volontiers quelques semaines de plus ici, ne serait-ce que pour voir l'Everest, le Makalu et de nouveaux panoramas excitants. J'aimerais entreprendre quelques autres ascensions, moins ambitieuses, mais peut-être plus délectables, et ce serait un gâchis de ne pas revoir l'étrange beauté de cette vallée perchée et ces vertes prairies dominées par les deux montagnes géantes. Inutile de te rappeler tout ce qui m'attire de l'autre côté. J'imagine le bleu de la Méditerranée et l'écume dans le sillage du navire fonçant vers Marseille ou Gibraltar. J'espère ton sourire au soleil sur le quai, ma très chère, que de telles images me remplissent l'esprit, comme assez souvent elles le font. Je suis aussitôt tirée de cette tente vers un monde non seulement plus aimable, plus lumineux, mais qui a du sens. Jolie lettre qu'il faut imaginer, parce que là on est en juillet, donc on est en pleine mousson. En fait, en 21, ils savent qu'il y a une mousson, mais en gros, les dates, ce qui est aujourd'hui parfaitement maîtrisé, c'est-à-dire qu'on sait exactement où sont les créneaux, que vous aurez une ascension de l'Everest, on peut prédire le 15 mai, vous aurez une centaine de personnes au sommet, voire 200. Aujourd'hui, on le sait parfaitement, à l'époque, ils découvrent. Donc là, il vient de passer en juillet, enfin il est au milieu d'une période d'inaction qui a dû être complètement désespérante, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur un col qui s'appelle le lac Pala, qui permet de voir le col Nord et donc de redescendre sur le haut du glacier de Rongbuk et d'arriver au col Nord. Donc ils ont cru trouver la meilleure voie d'accès. On saura maintenant, l'année suivante, ils passeront par un autre endroit, mais ils sont arrivés à un endroit où ils se disent, bon ça y est, maintenant on sait par où passer. Et là, boum, un mois et demi de chute de neige continue, et donc là c'est un homme assez déprimé qui écrit à sa femme, qui dit qu'il en a totalement ras-le-bol, et quand il imagine un sourire sur le quai en rentrant, je pense que ça doit le tenir un peu, lui tenir un peu le moral. Et donc il envoie cette lettre, il descend, donc là ils sont dans en plus donc il y a des problèmes d'itinéraire, ils sont montés par la vallée de Karta, ils ont repéré l'itinéraire, mais il faut redescendre, remonter dans une autre vallée. Tout est assez complexe. Alors moi, en faisant la traduction, j'ai repris une carte qui a été publiée à l'époque, qui est la première carte éditée de l'Everest, qui est très belle. Hein. Malheureusement, elle est un peu petite dans ce format, mais vous la voyez, elle est dans le livre, et donc on voit un peu toutes ces errances pour comprendre les recherches pour arriver au meilleur itinéraire. Et donc, c'est des journées qui doivent être totalement frustrantes, inconfortables, dans des tentes quand même. Bon, le matériel va s'améliorer en 22. En 21, ils sont quand même en train d'essuyer les plâtres. Et donc voilà, on a bien besoin de penser au sourire de la femme qui attend. Surtout qu'il est quand même parti 2 années de suite. Et à chaque fois, il part plusieurs mois, quoi. C'est que ça dure un voyage. Tout se fait en bateau déjà. J'ai plus les dates exactes en tête, mais je crois que c'est plus de 6 mois pour et à chaque fois, parce qu'il y a là, donc en 21, ils arrivent de mémoire en avril. Ils se cognent la mousson. Ils font une dernière tentative, il me semble, en début septembre. Et le temps de rentrer, oui, je pense que c'est bien 6 mois. Donc il n'a pas dû beaucoup voir sa famille pendant ces dernières années. Oui, ces 4 dernières années. Et là, ce passage, je pense que c'est la 3e tentative, donc en 24. Nous avions décidé d'utiliser de l'oxygène pour cette 3e tentative. Il était improbable que nous puissions battre notre propre corps sans cela. La fatigue des efforts précédents jouait contre nous et nous n'avions pas eu le temps d'améliorer notre organisation en installant un 2e camp au-dessus du col Nord. Après les explications de Finch sur les détails mécaniques, Sommerwell se sentait en parfaite confiance pour gérer l'appareil à oxygène
et tous ceux qui avaient utilisé l'oxygène étaient convaincus qu'il montait beaucoup plus facilement avec son aide. Somerwell et moi entendions profiter de leur expérience. Ils avaient découvert que sous oxygène, le corps réclamait une plus grande quantité de nourriture. Nous devions prévoir des vivres abondants. Leur camp, à 7600 mètres, était trop bas. Nous allions essayer d'en établir un comme prévu auparavant à 7900 mètres. Et nous espérions avoir un avantage supplémentaire en recourant à oxygène plus tard que Fitch et Bruce. Ils avaient fait dès 6400 mètres. Nous avions l'intention de monter sans l'utiliser à notre ancien camp à 7600 mètres. Peut-être de prévoir des cylindres, un cylindre chacun jusqu'à 7900 mètres et de partir de cette altitude pour le sommet avec un ravitaillement complet de 4 cylindres. Si cette politique n'était pas la bonne, cela constituerait au moins une expérience précieuse. Notre principal souci était d'assurer la sécurité de nos porteurs. Nous espérions qu'après avoir installé notre 5e camp à 7900 mètres, dans 3 jours au plus tôt, les porteurs pourraient descendre seuls le lendemain, le 4e jour de beau temps, au col Nord, pour se prémunir contre le danger de crevasses cachées. Crawford, l'officier de ravitaillement, viendrait à leur rencontre, au bas de l'arête nord, pour les conduire encordés jusqu'au camp 4. Il pourrait aussi surveiller la descente sur la première pente raide pour les porteurs qui ne dormiraient pas au camp 4. Mais il fallait d'abord atteindre le col Nord. Avec toute cette neige fraîche, il allait être difficile d'y arriver en une journée. Si nous voulions tirer le meilleur parti de la période de beau temps, il fallait sans doute commencer à transporter les charges sur une partie de la distance. Il a donc été décidé de commencer le lendemain, le 7 juin. Et donc là, on est en 1922 et... Ah non, là, 3e tentative. Non, Ah bon? t'es sûr? Non, je pense qu'on est en 22. Il n'a pas eu le temps d'écrire en 24, en fait. Ah en oui. 24, il a eu le temps d'écrire le début de l'expédition. Ah oui, ok, voilà. t'as raison. Et en fait, est-ce que je peux continuer un tout petit peu? Parce qu'en fait, il va se passer quelque chose de dramatique après. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'élever vers le col Nord. Et je continue un peu. Oui. Donc, nous étions toujours dans les pentes douces du couloir, à environ 120 mètres, sous un bloc de glace bien visible et un peu moins de 200 mètres sous le camp 4. Camp 4, c'est le col Nord. Somervell ne s'était élevé que de 30 mètres, droit dans la pente, et le dernier groupe de porteurs venait de se mettre en marche. Donc, ils montent avec 7 ou 9 Sherpas, je ne sais plus, non, même plus que ça. Je crois plus d'une dizaine de Sherpas pour équiper un camp 4 dans une 3e et dernière tentative en 1922, donc en essayant de prendre de vitesse après des fortes neiges de mousson, d'essayer de faire une dernière tentative. La scène était particulièrement lumineuse, sans vent, et comme nous parlions rarement, on n'entendait rien d'autre que le halètement laborieux de nos poumons. Ce calme fut soudain perturbé. Nous avons été paralysés par un son menaçant, aigu, violent et pourtant assourdi comme une explosion de poudre à canon non tassée. Je n'avais jamais entendu un tel bruit en montagne, mais j'imagine que nous savions tous instinctivement ce que cela signifiait, comme si nous l'avions entendu chaque jour de notre vie. En un instant, j'ai vu la surface unie de la neige se briser, se froisser, à quelques mètres sur ma droite. J'ai fait convulsivement 2 pas dans cette direction avec la pensée de me rapprocher de la lisière du danger. Et puis j'ai commencé à descendre lentement, inexorablement, entraîné sur la surface en mouvement par une force à laquelle je ne pouvais résister. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à faire face à la pente pour éviter de basculer en arrière. Pendant 1 seconde ou 2, j'ai glissé tranquillement avec la neige, sans presque sentir de danger. Puis la corde s'est serrée autour de ma taille et m'a retenu. Une vague de neige m'a submergé et j'ai été enseveli. J'ai pensé que l'affaire était réglée. Mais des expériences qu'on m'avait racontées me sont venues à l'esprit. La meilleure chance de s'en sortir dans cette situation, suggérait-on, c'était de nager. J'ai étendu mes bras au-dessus de ma tête et j'ai fait une sorte de mouvement de natation sur le dos. Sous la surface de la neige, privé de contact avec l'extérieur, je n'avais aucune impression de vitesse après la première accélération. Je me débattais dans la neige en mouvement, inconscient de tout le reste, jusqu'à ce que, peut-être quelques secondes plus tard, je comprenne que le rythme ralentissait. J'ai senti une pression croissante sur mon corps, je me suis demandé à quel point j'allais être enserré, puis l'avalanche s'est arrêtée. Donc après, je vais arrêter là, mais donc cette expédition de 1922 se termine par un drame qui va avoir une grande importance par la suite et qui, à mon avis, pèse aussi dans la détermination de Mallory en 1924. Mallory est pris dans une avalanche, donc le raconte à la première personne. Quand il sort, il est dégagé par ses compagnons, et il y a 7 Sherpas qui sont ensevelis et qui sont
entraîné dans la pente au-dessus d'une rimée, plongé dans la rimée et enseveli, et qui meurt donc dans cette première expédition. Mallory est très pudique sur la suite, mais on sait qu'il a été très affecté et qu'il aurait dit que pourquoi on aurait préféré qu'au moins un d'entre nous, sous-entendu un des Européens, soit enseveli avec les Sherpas. Il se sentait très responsable. Il a passé beaucoup de temps à démontrer qu'ils n'avaient pas pris de risques inconsidérés. On ne peut pas, j'imagine, explorer une telle montagne dans de telles conditions sans un moment ou un autre s'aventurer sur des pentes avalancheuses. Mais c'est un moment qui est à la fois raconté très puissamment à la première personne et avec beaucoup d'empathie ensuite. Je me suis arrêté là, mais il y a ensuite la recherche des corps et l'émotion de Mallory et l'absence d'émotion apparente des Sherpas qui est assez troublant. C'est-à-dire, il dit il n'y a pas de manifestation d'émotions bruyantes. Les survivants redescendent, nous disent qu'ils préfèrent que les corps soient laissés sur place dans le glacier, puisqu'ils arrivent à sortir de mémoire 4 ou 5 quand même personnes ensevelies, mais les autres sont laissés dans le glacier. Voilà. Donc l'expédition de 22 se termine comme ça, sur ce drame. Et quand Mallory revient en 1924, il y a un côté une pression qui est à son maximum. C'est-à-dire que Mallory, en gros, il a raté sa carrière dont il se rêvait une carrière d'écrivain et il n'a pas eu l'occasion de... Voilà, un succès sur l'Everest, ce serait une façon pour lui de donner du sens à sa vie, de donner du sens à ce drame, et peut-être de passer à autre chose. En tout cas, évidemment, un succès à l'Everest aurait été un coup de tonnerre extraordinaire. Montre-le peut-être là en image. Alors, oui, donc si on arrive en 1924, donc 1924, vous avez peut-être entendu parler, pour ceux qui ont lu Le Sommet des Dieux, pour ceux qui ont suivi un peu cette histoire, de l'appareil photo de Mallory. Voilà. Donc, Mallory portait sur lui un appareil photo, un petit appareil que je vais vous montrer. Il a existé. Avec lequel, évidemment, s'il avait été au sommet, il aurait pris une photo. Et donc, on suppose que si cet appareil était retrouvé, il y aurait des chances de pouvoir développer un film qui se trouve à l'intérieur. Et donc, de savoir s'il y avait ou non une photo du sommet. Donc, il y a beaucoup de fantasmes sur cet appareil qu'on espérait. Donc, quand le corps de Mallory a été retrouvé le 1er mai 1999, d'abord, ceux qui l'ont retrouvé pensaient que c'était Irvine, on se demande pourquoi. Ils ont vu une étiquette dans son cou à son nom, donc on est sûr que c'était le corps de Mallory. Il y a une expertise ADN, mais il n'y avait pas d'appareil photo. Donc il y a des gens qui continuent à chercher le corps d'Irvine en se disant peut-être que Irvine a l'appareil photo et qu'on retrouve. Bon. Moi j'ai été vraiment incroyablement ému de voir que sur cette image, donc là vous voyez les Occidentaux sont au milieu donc on est sur un camp, 20 000 pieds, ça fait 6100 mètres d'altitude. Voilà, et donc ils sont là. Donc si vous regardez bien au milieu, vous avez Irvine, et là vous avez Mallory qui a son appareil photo à la main. Donc si vous voulez savoir quoi chercher, si vous allez chercher sur l'Everest, voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Il sera replié parce qu'il y a un soufflet, et donc c'est un appareil qui... Si ceux qui ont vu le dessin animé du Sommet des Dieux, c'est très bien reconstitué, on le voit ouvrir à un moment, je crois, voilà. Et sauf que là, donc on le voit en vrai, moi je trouve ça incroyable, et on voit ce côté, moi je l'ai souvent décrit comme dandy. Mallory, il a quand même une élégance naturelle assez incroyable. Il a une cravate quand même. Une cravate, oui. À 7000 d'altitude, donc c'est marrant. Voilà, et il y a une autre... alors peut-être tu veux... Non, mais là, après c'est plutôt sur la fin, quoi. Il y a une autre image qui est assez forte à 30-30, donc je vais essayer de vous la retrouver. Parce que
là, après, on va conclure et s'il y a des questions, ça va. Mais montre les pour images. Pour vous montrer, donc, quand ils sont j'ai tous été devant. vraiment très sur... Alors là, déjà, on les voit dans un monastère de Rongbuk. Donc tous les Occidentaux, les Européens sont à gauche avec leurs chapeaux, en partie pour certains des casques coloniaux, des chapeaux. Il y a des lamas au fond qui sont en train de faire la puja, je pense. Voilà, monastère de Rongbuk qui est aujourd'hui le bout de la route, de l'autoroute. Non, même pas, ça va plus loin. Ça va plus loin là. Ça va plus loin la route, voilà. Donc quelques petits changements. Et vous allez voir après la mise en scène, la mise en place d'une photo de groupe. Donc ça se faisait ça se fait toujours dans toutes les expéditions. Là, ce qui est assez touchant, c'est que on va voir, on va laisser. Là, déjà, on les voit à table. Mais là, on ne voit pas un Très Mallory. gentleman quand même, hein. Boivent leur thé. Alors, il y a dans le livre la description de comment il faut se tenir à table. Parce que Mallory, il est assez génial. Il raconte que finalement, ses compagnons ne se tiennent pas très bien et qu'on voit souvent des tâches parce que c'est des tables qui sont instables, des tables en toile. Et donc, les manières en prennent un petit coup et que finalement, on peut être beaucoup plus élégant en mangeant sur ses genoux parce que ça oblige à une précision pour porter la fourchette à la bouche. Enfin, il a des descriptions comme ça qui sont assez géniales, quoi. Et puis, il raconte que au camp 3, 6500 mètres d'altitude au pied du cône Nord, il se récite du Shakespeare avec Somerville sous la tente. Voilà. Alors là, vous avez la mise en place d'une photo célèbre, hein, donc la photo du groupe qui existe en couleur, et on voit Mallory au centre. Irvine, il est un peu caché derrière. Irvine est là avec son chapeau tout derrière. Et Mallory, je trouve que son attitude... Très dandy. Hein. Dandy, et puis on sent on sent que c'est lui qui est aux commandes. Qu'il a de l'ascendant. Il a toujours... moi, j'ai toujours été frappé de voir que sur les photos de groupe, il n'est jamais habillé comme les autres. Il trouve toujours un truc pour se distinguer. Voilà. Et puis, comme là, ça va être bientôt l'heure, on va passer par le dernier mot qu'il a écrit. Donc, il écrit à Odell. Il faut rappeler que Odell, c'était... Géologue. Oui. Cher Odell, nous sommes vraiment désolés d'avoir laissé les choses dans un tel état. Au dernier moment, notre réchaud Una a filé dans la pente. N'oubliez pas de regagner le camp 4 à temps demain avant la nuit, car j'espère. J'ai dû oublier une boussole dans la tente. Pour l'amour du ciel, récupérez-la, nous n'en avons plus. À 90 atmosphères, depuis 2 jours, enfin, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est la pression dans les bouteilles d'oxygène. D'accord. À 90 atmosphères depuis 2 jours, nous allons probablement monter avec 2 cylindres, mais ça fait une horrible charge pour grimper. Temps parfait pour le job, votre Mallory. Alors ça, c'est donc le dernier message, le dernier écrit de Mallory, c'est un message qu'il écrit au crayon dans sa tente avant de partir pour le sommet et qui, la veille de partir pour le sommet, non, pardon, c'est celui que... j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Celui que Odell retrouve dans la tente. Qui retrouve, oui, en disant qu'il est... Oui, c'est le message. Donc, retrouver à destination de Odell, qui est le chargé de l'observer et d'être en soutien au col Nord, au camp qui est juste en dessous, celui-ci. Les numéros des camps, j'ai un peu du mal, je me souviens plus. C'est camp 6. Le camp 6. 5. En fait, ouais, il monte. Donc camp 4 au col Sud, camp 5 à 7006 de mémoire. Et Au col Nord. Oui, col Nord, pardon. Camp 4 au col Nord, 7000 mètres. Camp 5, 7006 de mémoire. Il y a un camp 7, 5, 6, un camp 6 à 7009 et peut-être 8002. J'ai un petit trou de mémoire. Donc, en tout cas, le dernier camp, il laisse ce message qui est retrouvé et où il s'excuse d'avoir laissé du bordel. Ouais. Quand on lit les descriptions de ce qu'est une nuit dans ces tentes, en altitude, là, donc ils ont de l'oxygène, mais évidemment ils l'ont pris, ils ne prennent pas d'oxygène la nuit, c'est beaucoup trop lourd, et puis il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, il y a les clients qui font l'Everest ont de l'oxygène, généralement
la nuit, également la nuit, au-delà d'une certaine altitude. Là, c'est pas le cas. Donc, ils sont cuits. Ils laissent une tente pour ceux qui ont été en altitude. Ils savent que peut-être on n'est pas toujours très enclin à faire du rangement ou du ménage quand on est soi-même en mauvaise posture. Et donc, il s'excuse d'avoir laissé sa tente en mauvais état. Et il conclut: temps parfait pour le job. Et j'aime beaucoup cet optimisme, et qui malheureusement l'a... Si tu veux passer les images de fin, enfin avec la lanterne. Et arrivant au camp 6 vers 14h, Odell le trouve dans l'état de désordre annoncé par la note de Mallory, avec des pièces et des appareils à oxygène éparpillés, mais pas de nouveaux messages. Odell grimpe un peu plus haut, la neige se met à tomber, ses yodels restent sans réponse, puis quitte le camp comme prévu pour le laisser libre et redescend au col nord. Lorsqu'il remonte 2 jours plus tard, rien n'a bougé. Odell dispose 2 sacs de couchage hantés sur la neige pour alerter le photographe au col nord. C'est le signal d'une catastrophe. Noel Odell, dernier témoin à avoir vu George Mallory vivant, déduira de sa vision des petits points noirs que les 2 hommes avaient passé le second ressaut. La difficulté clé de l'ascension est qu'ils pouvaient être les premiers à avoir posé le pied sur le toit du monde. A-t-il vu juste ou se trompait-il? La question enflamme les esprits depuis un siècle. La plus haute des énigmes était née. Donc ça, c'est une note de l'éditeur, c'est pas Mallory qui écrit, évidemment. Je voulais juste vous montrer, parce que je trouve que... On va essayer, comme je disais, pour ceux qui étaient là un petit peu avant le début, on va essayer de faire une projection, probablement pour la date exacte de l'anniversaire de sa disparition, début juin, à la salle MC2, d'essayer de faire une projection de ce film en bonne et due forme, voilà. Mais je trouve que ça, c'est assez touchant, parce qu'en fait, on voit, c'est probablement Mallory qui est en tête, à moins que... Non, pardon, c'est déjà équipé. Donc c'est un passage de sérac dans la pente qui mène au col nord à 7000 mètres d'altitude, qui a été équipé pour que les Sherpas puissent y passer d'une échelle de corde, mais c'est Mallory qui a fait le passage en tête. Et Mallory était bon glaciériste, bon grimpeur très élégant grimpeur de rochers, et c'est lui qui passait qui était en tête pour... comme à chaque étape importante, à chaque moment important de l'ascension. Et donc vous voyez qu'il passait quand même des difficultés assez sérieuses pour l'époque, puisque donc là, on est entre 6005 et 7000, dans des pentes de glace raides, donc pas loin de l'endroit où a eu lieu l'avalanche en 1922, et avec des passages de sérac et de rimet vraiment. Et donc, Lorraine voulait vous montrer les dernières images aussi. Donc, là, on est au col nord. C'est une fameuse... il y a une fameuse image qui est prise de cet endroit-là, où on voit les mêmes tentes, et Mallory et Irvine avec leurs appareils à oxygène. Mallory était résolument contre l'usage de l'oxygène en 1922, également en 1924, mais il s'est laissé convaincre, puisqu'en 1922, il y a eu cette première tentative de Mallory avec 3 compagnons, qui se termine d'ailleurs par une chute que Mallory arrive à enrayer, qui est racontée là aussi de façon très vivante par lui. Et juste après, donc j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus de son nom, il y a une deuxième tentative avec un appareil Hazard. Voilà, Hazard qui est celui qui dans l'expédition est partisan de l'usage de l'oxygène, fait une deuxième tentative qui va lui permettre d'aller un petit peu plus haut que Mallory et ses compagnons, c'est-à-dire 8200 et quelques mètres, peut-être 8003 en 22, en utilisant de l'oxygène. Et là, il regarde les rythmes d'ascension et il voit que ceux qui ont utilisé de l'oxygène sont allés beaucoup plus vite. C'est ce qui va convaincre Mallory et Somervell, qui est le responsable des alpinistes en 24, de faire une équipe qui utilise de l'oxygène et une autre qui ne l'utilise pas. Voilà. Norton n'utilisera pas d'oxygène et va aller jusqu'à 8005, et Mallory prend de l'oxygène et disparaît. Voilà. Et donc, là on est au col nord avec
sans doute des Sherpas ou une première tentative d'alpinistes qui redescendent. Si vous avez des questions, parce que c'est pas toujours très clair quand même, mais enfin en lisant le livre ça s'éclaircit, mais c'est vrai que toutes ces tentatives, il y a eu plusieurs moments, il y a eu... J'ai pas passé l'examen. Non. Non, vous avez des questions? Mallory et Irvine ont-ils été les premiers au sommet de l'Everest? Alors moi je peux répondre à titre personnel. C'est pas une vision d'expert ou de. Je suis pas Miss Soleil, je suis pas celui qui valide les ascensions, mais je souhaite intensément qu'on ne retrouve jamais cet appareil photo et qu'on ne sache jamais, parce que je trouve que cette énigme est magnifique. Voilà. Il n'y a rien de plus beau que de ne pas savoir. Donc moi, j'avais écrit, à l'époque, j'étais journaliste à Libé, et en 99, quand le corps de Mallory a été retrouvé, j'avais fait un article à chaud en disant, c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est une belle énigme, et je concluais en disant, j'espère qu'on ne saura jamais. Voilà. Ça, c'est mon point de vue personnel. Après, si on le retrouvait et qu'on découvrait qu'ils se sont pris en photo au sommet, so what? À quoi ça rime? C'est-à-dire qu'il y a des très belles pages dans les récits, parce qu'ils ont été plusieurs à faire demi-tour à plusieurs reprises, à 8200 mètres, 8003, 8005. Et à chaque fois, pourquoi ils font demi-tour? Parce qu'ils savent qu'ils pourraient peut-être arriver au sommet, mais que si, dans les conditions où ils sont, ils ont de fortes chances d'y laisser leur peau, et que ça n'a pas de sens. Voilà. Et moi, je trouve que ça n'a pas de sens de laisser sa vie sur un sommet pour une conquête. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, donner de l'importance au fait que, enfin, si bien sûr que savoir qu'ils auraient pu poser le pied sur ce point très convoité, évidemment, ça vous en entendriez un petit peu parler, mais pour moi, ça ne change rien au fait que et ça avait été la très jolie réponse de Hilary quand on lui avait demandé, alors si vous aviez été devancé, il dit, ce qui est important quand on fait un sommet, c'est de redescendre vivant. Oui, exactement. Voilà. Donc pour Hilary, c'était pas une première n'a pas de sens si on n'en est pas redescendu vivant. C'est un peu du bon sens. Enfin, c'est un mot. Les petits-enfants de Mallory ont-ils fait le sommet de l'Everest? Alors, il y a Mallory, pas à ma connaissance, non, Tenzing et Hilary. Il y a le fils Peter Hilary a fait le sommet en 96, je crois. Mallory, moi j'avais rencontré une petite fille de Mallory qui était psy à New York, je pense pas qu'elle je la vois pas. Et puis, ça doit être peut-être plus stimulant d'aller faire le sommet de l'Everest quand c'est marcher sur les traces de Tenzing ou Hilary, parce que leurs descendants respectifs ont effectivement fait le sommet. C'est plus stimulant quand ils sont descendus vivants plutôt que pour aller sur les traces de quelqu'un qui a disparu. Ouais. Dans leur dernière tentative à 8005, avaient-ils passé les difficultés rocheuses? Alors, ça fait partie de l'énigme, que si on commence à rentrer dans le détail. Dans ce film, il y a quand on le passera en entier, on verra qu'il y a ce qu'on appelle des cartons, des textes là, où le film se conclut sur ah non, ça c'est le signal de la mort. Avant, il y a ou après, je ne sais plus exactement, il y a un carton qui dit Odell, donc le géologue qui est stationné, qui monte, qui est très en forme. La partie incroyable de l'histoire, c'est que si Odell avait été à la place d'Irvine, il aurait eu beaucoup plus de chances d'y arriver. Mais Odell raconte qu'il les a vus au-dessus du second ressaut. Il les a vus émerger du second ressaut. Ça, c'est sa première déclaration. Et effectivement, s'ils ont passé le second ressaut, qui est à 8006, ils ont toutes les chances. Il n'y a plus d'obstacles. Enfin, toi, Michel a été de l'autre côté, mais elle connaît bien. Quelqu'un a fait l'arête nord, non, dans la salle? Est-ce que quelqu'un dans la salle a fait l'arête nord de l'Everest? Non. Bon. Qu'il se lève. Une fois qu'on a le second ressaut, aujourd'hui est équipé d'une échelle métallique depuis l'ascension des Chinois, soi-disant en 1960, enfin plus probablement en 75. Échelle métallique, des cordes fixes, des câbles, donc la difficulté est gommée maintenant. Il n'y a plus d'obstacles techniques. Konrad Anker, qui est l'homme qui a retrouvé le corps de Mallory, dans cette même expédition,
à passer le second ressaut en libre pour voir ce que ça donnait. Et de la côté, je crois 6A ou 6B. Et ce qui pour Mallory, si vous me demandez mon avis personnellement, indépendamment du fait que je préfère l'énigme, c'est peut-être aussi parce que je pense qu'il y a assez peu de chances que Mallory ait pu surmonter le deuxième ressaut. Mais, plus à la descente. Mais à l'époque, donc en 24, Odell dit « je les ai vus au-dessus du deuxième ressaut », donc il y a une forte probabilité. La probabilité à l'époque semble assez forte qu'ils aient pu arriver au sommet. Ensuite, Odell va se contredire un peu en disant je suis plus si sûr de moi. Il y a des gens qui vont lui dire si c'est le deuxième ressaut, tu les as vus grimper assez vite, on voit pas très bien comment ils auraient pu passer assez vite. Donc les témoignages deviennent un peu plus flous. Voilà. Donc on ne sait pas exactement à quelle altitude ils ont été vus. Ça ne repose que sur ce témoignage. On sait après, il y a des gens plus pointus que moi qui sont passionnés pour cette histoire et qui savent dire très exactement tous les indices. Il y a un piolet qui a été retrouvé, le piolet d'Irvine a été retrouvé en 1933 et c'est à partir planté sur l'arête. Et donc on en a déduit que c'était peut-être le point, ça indiquait peut-être le point de la chute. Et effectivement, le corps de Mallory a été retrouvé à peu près, je crois, dans la ligne de chute de ce piolet. Il y a le témoignage d'un Chinois qui a rencontré en 1900, je ne sais plus exactement, 75 je crois, rencontre un Japonais qui lui dit « j'ai vu le corps d'un Anglais ». Et qui à l'époque donc ne peut être que le corps de Mallory ou d'Irvine, sauf que le Chinois disparaît dans une avalanche juste après. Un an après. Et donc disparu le témoin. Il y a des gens qui ont imaginé que les Chinois, quand ils ont fait l'ascension en 75, avaient récupéré soit le corps d'Irvine, soit l'appareil photo, et que c'était maintenant planqué quelque part en Chine. Il y a plein de trucs, c'est une mine de fantasmes absolument extraordinaire. Voilà. Quelle est l'équipe qui a réalisé ce film? Alors, le caméraman, que je dise pas de bêtises, c'est le capitaine Noël, qui était donc photographe et caméraman, qui est un type assez intéressant, qui a été, je sais pas si s'est baladé au Tibet. Alors, il n'est pas arrivé jusqu'à Lhasa, mais je crois en 1911 ou 13, avant la guerre. Cela faisait-il longtemps que l'on savait que l'Everest était le plus haut sommet de la planète? 1856. Donc, alors je confonds peut-être avec le K2. K2, c'est ça. Je viens de me plonger dans l'histoire du K2. C'est en tout cas autour de 1850. Oui, 1850. En gros, les Anglais ont fait une énorme campagne de cartographie qui partait du sud de l'Inde et par triangulation successive, ils ont déterminé de façon extrêmement précise les altitudes, les points, les coordonnées. 1850. 50. Et le directeur de ce service géodésique s'appelait George Everest, donc le nom de la montagne vient de ce... Voilà. Et quand ils arrivent sur les collines aux frontières du Népal, ils ne peuvent pas aller plus loin, mais ils sont assez en altitude pour avoir une vue sur l'Everest, et donc en prenant plusieurs points de vue depuis des points qui eux-mêmes ont été triangulés, sont connus avec précision, ils arrivent à déterminer l'altitude de l'Everest avec une précision de quelques mètres, je crois. Enfin, c'est très très précis. Donc depuis 1850, on sait. Mais alors après, il y a eu un peu de brouillage. C'est-à-dire il y a eu des histoires comme quoi le K2 pouvait peut-être être le plus haut sommet du monde. Il y a un moment, on a cru que c'était un autre sommet, le Gauri Shankar. On a pensé que il y a eu un peu de brouillage, mais en gros, voilà, depuis 1850, on sait que l'Everest. Mais un Everest qui est un point, qui est une espèce de pyramide, donc qui est vu depuis le sud, une pyramide rocheuse, donc qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on découvre depuis le nord, et qu'on ne connaît pas autrement que par cette petite pointe qui est au sommet du monde, quoi. Voilà. Y avait-il que les Britanniques qui étaient à la conquête des sommets de plus de 8000 mètres? Alors, des 8000, non. De l'Everest, oui, c'était un peu une chasse gardée britannique. Il y a eu une dernière épisode. Donc, les Britanniques ont fait 8 expéditions avant 1953, donc avant l'expédition qui réussit le sommet. Les Suisses en ont fait 2 et donc ont failli être les premiers, puisque en 1952, Tenzing, déjà avec Raymond Lambert, arrive à 8600 mètres d'altitude, et donc les Suisses ont failli rafler le sommet sous le nez des Britanniques. Ouais, mais sinon,
Sinon, donc 21, 22, 24, 33, 36, 38, 51, donc 7, et je t'en oubliais une, 51, expédition de reconnaissance. Ouais, j'en oublie une, bon, je sais plus. Mais les Britanniques font toutes les tentatives sur l'Everest. Après, chaque nationalité s'est un peu emparée dans les années 50 où c'est devenu dès les années 30 pour le Nanga Parbat, qui est un peu la propriété des Allemands. Chaque nation s'empare un peu d'un sommet. Dans les années 20, il y avait moins cette course nationale. Alors, ça commence plutôt dans les années 30, oui. Ouais. Nanga Parbat, c'est 37, 39, 2 expéditions. Et français 36 dans le Karakoram, donc à l'ouest de l'Himalaya. Les Américains au K2 en 38-39 et 53. Donc les Américains espéraient bien attraper le K2 et finalement c'est les Italiens qui arrivent en 54. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Kanch, c'est les Anglais aussi. Les Français, le Makalu, Annapurna, donc premier 8000, et le Makalu en 55. Voilà, chacun un peu. Les Japonais vont avoir leur sommet. Il y en aura un peu pour tout le monde. Jusqu'aux Chinois qui se réservent le Shishapangma, donc le dernier en 64, qui est interdit à tout le monde. Et quand ils s'autorisent à y aller, ils font le dernier 8000. Ils sont forts. Merci Charlie. Et puis tu restes à disposition.